On va rester en Italie. Notre zoom va nous ramener aujourd'hui aux origines des violons d'exception. Et ce sont les luthiers italiens de la ville de Crémone qui en sont les maîtres incontestés depuis des siècles. Le plus connu, Antonio Stradivari, dit Stradivarius, a façonné des instruments qui n'ont aujourd'hui quasiment pas de prix. Des trésors qui poursuivent leur histoire, aidés par quelques Français, comme nous le montrent Sébastien Renouille et Jean-François Drouillet. En ce dimanche matin, tout est calme. Sous les toits de Paris, le piano égrène des notes de musique. Il se promène, nonchalant. Mais le violon prend le pouvoir. Il le chahute, il est pressé, et il semble lui dire « Viens, je t'emmène là où ma musique est née. Dans la forêt. » Au pied des Pyrénées et des neiges persistantes, les arbres dans le froid dressent leurs branches nues, entremêlées, nous guident à toute allure vers la source d'un son, celui qui vibre sous l'archer. Pierre-Jean la cherche, comme l'on chasse un trésor. L'homme connaît le secteur, mais soudain il s'arrête. Son regard aiguisé a saisi quelque chose. Je crois qu'il y a une trace d'ours. Donc on a une patte, 2, 3, 4 et 5 avec la paume. Il reste près de 80 ours dans les Pyrénées. La main ici. Et à côté, il y en a une deuxième. Il y en a une autre ici, mais qui est détériorée, on ne la voit pas. Là, c'est rare de voir ça. Surtout fraîche comme ça. C'est un plaisir pour moi. C'est le petit bonheur. Mais la quête se poursuit parmi les troncs plusieurs fois centenaires qui peuplent la forêt aux multiples essences. Il faut s'enfoncer davantage pour choisir celui qui sera abattu pour produire le son du violon. Celui-là est joli aussi. C'est un érable sycomore dont le bois résistant, sensible aux vibrations, se trouve en altitude. Avec Claude, ancien charpentier, Pierre-Jean le scrute. Il est sur un versant où il a quand même pas mal de lumière, du début de la journée jusqu'à peut-être 3 ou 4 heures de l'après-midi. Il est surtout bien cylindrique, il est droit. 83 cm. Il a une centaine d'années, celui-là aussi. Hein. Il y a des arbres, quand on les voit, ça nous parle direct. Hein, Claude, c'est difficile à expliquer. L'individu, comme le nomme Pierre-Jean, tant il est attaché à l'arbre, mesure près de 35 mètres de haut. Un géant qu'il va parfois chercher jusqu'en Bosnie-Herzégovine, où cette espèce pullule. C'est toujours difficile de savoir qu'un arbre va être coupé et qu'on va finalement arrêter sa vie là. Mais bon, un autre va le remplacer. Et quoi de plus beau que de sonner pour faire de la musique? On s'excuse toujours de couper un arbre. Toujours. Dans l'atelier, il est tranché, comme une part de gâteau dont l'intérieur révèle la saveur. L'arbre a toujours le dernier mot. C'est la nature qui fait qu'on est obligé de faire avec. Certaines parties sont intéressantes et d'autres ne le sont pas. Car il s'agit de fabriquer une pièce de quelques centimètres pour faire sonner les cordes. C'est l'instant où l'érable change de nom pour devenir chevalet. L'histoire a débuté dans cette scierie du Gers dont l'héritier, Jean-Louis Despiau, mélomane, décidait en 1984 de fabriquer cet objet singulier. 40 ans plus tard, Nicolas, l'un de ses fils, choisit à l'instinct un chevalet pour un soliste se produisant quelques jours plus tard à New York, au Carnegie Hall. Là, je suis vraiment allé chercher là, vraiment du puissant, là, du tonique, hein, pour que ça puisse correspondre à son jeu. Hein. L'entreprise fournit les luthiers du monde entier. On est dans le monde du tout petit. On part du très grand, de la nature, du bois. Chaque chevalet a sa propre voix. C'est la voix portée par les instruments dont la mélodie nous mène en Haute-Savoie, chez Ophélie Gaillard, virtuose du violoncelle. Quand je découvre un violoncelle, je le renifle aussi. C'est comme d'ailleurs, je fais pareil avec les livres. Prolongement d'elle-même, son violoncelle est très ancien, 1737. Outre la patine du temps, un détail l'émeut. C'est cette petite pièce très modeste, qui coûte pas cher, hein, mais qui est quand même très délicate à réaliser,
et qui permet en fait de mettre en tension les cordes. Il y a 30 kg de pression là sur ce chevalet avec les cordes tendues et qui permet de mettre en vibration les cordes. C'est-à-dire que si vous enlevez ça, bah, ça fait plouf, on n'entend rien. Un violon aussi ancien, c'est quelque chose de très impressionnant aussi, de savoir qu'il a été joué autant de fois par des... Oui, parce qu'on est simplement une petite étape dans la vie de cet instrument, en fait. Cette perception du temps propre aux instrumentistes, nous allons l'expérimenter en descendant dans la vallée pour nous rendre en un lieu unique au monde et sous haute surveillance, le synchrotron de Grenoble. Il y a 1 an, cet appareil capable de produire des rayons X 10 000 milliards de fois plus puissants que ceux utilisés à l'hôpital, s'était vu confier le violon de Paganini, surnommé Il Canone, le canon, en raison de son timbre puissant, cédé par le maître à la ville de Gênes en 1840. Les conservateurs voulaient étudier l'état de l'instrument avant de l'envoyer à Londres pour un concert unique en présence du roi Charles III. Le violon original fut placé dans l'appareil avec encore plus de précaution que cette réplique à l'identique. Il est arrivé avec 4 gardes armés et avec, dans une voiture blindée. Une fois le synchrotron démarré, il faut évacuer la salle, se rendre derrière l'épais blindage de plomb. Être dans le faisceau à cette puissance-là, c'est comme une balle dans la tête, c'est instantané. Tout ce qui passe dans le faisceau est tué instantanément. Mais on ne travaille jamais à des puissances pareilles. Ça, c'était juste pour faire les tests de radiation. Nous voici rassurés. Le synchrotron filme la position, le mouvement des atomes explorant la matière. Alors, ce que nous, on a pu voir, on a retrouvé une 60aine de défauts à peu près. Il y a une trace d'insecte qui traverse à peu près 1/3 de la longueur de la table en plein milieu. Et on voulait être sûr que cette trace d'insecte ne mettait pas le violon en danger. L'âme de l'instrument, ce petit bout de bois, apparaîtra en place, de même que les clous légèrement oxydés, une mine d'informations pour Luigi, physicien et luthier amateur. J'ai découvert plein de choses, des méthodes de construction, des épaisseurs, des rayons de courbure, du fond de la table et surtout de la façon dans laquelle le violon est monté. Il a donc réalisé cette réplique que le violoniste italien Luca Fanfoni découvre au milieu du laboratoire. Il a un très bon son, mais le Canone et l'original est encore plus magique. Il a un son ancien, un son qui a voyagé à travers toute l'Europe, qui a enthousiasmé le public à travers l'Europe et qui a fait que Paganini est devenu une idole. Alors ce violon, Il Canone, si nous allions le découvrir comme l'on rend visite à un vieil ami, à Gênes, au sein du palais Doria Tursi, en compagnie d'Alberto, gardien de l'instrument depuis des décennies. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'édifice est le siège de la municipalité de Gênes, dont une salle richement décorée sert d'écrin au violon de 1743, fabriqué par un célèbre luthier de Crémone, Guarneri del Gesù. Durant tout l'interview, Alberto ne cessera d'observer l'instrument, comme s'il s'adressait à lui. On dirait presque que c'est le violon qui m'observe. C'est vraiment un sentiment étrange. On peut encore voir sur le violon toutes les traces laissées par Paganini. La sueur, son souffle, la manière dont il tenait le violon. Il ne cesse de me surprendre, ce violon. Peut-être son mystère se trouve-t-il dans la ville qui lui a donné corps, Crémone, en Italie du Nord. Et justement, le plus important salon au monde dédié à la lutherie s'y tient lors de notre venue. « 400 exposants, 35 pays représentés dont les sons mêlés des cordes frottées. Nous y croisons la famille Despiau, ses chevalets made in France, et décidons de flâner dans la ville baptisée capitale mondiale du violon. Autour de la cathédrale bâtie au XIIe siècle,
nous découvrirons cet art du mélange des genres dont l'Italie a le secret. Nous surprendrons de furtives mélodies échappées des fenêtres pour nous rendre chez un luthier. La ville en compte 150 pour 70 000 habitants. Derrière le porche, le silence et le son du bois travaillé. La famille de Stefano, luthier de père en fils, est arrivée de Hongrie dans les années 60 pour exercer dans la ville de Crémone et faire chanter le bois. Avant même de commencer le travail, je sens le son du bois. Rien qu'en l'écoutant, je sais déjà de quel type de bois il s'agit. Et je sais comment je vais le travailler. Tenez, celui-ci est très élastique. Le plus important est qu'il puisse vibrer librement. Regardez là. À l'intérieur, on peut voir l'âme. Un tout petit morceau de bois. À une centaine de mètres se trouve un illustre voisin. Antonio Stradivari, dont la demeure longtemps restée à l'abandon, a été rénovée il y a 2 ans pour en faire un centre culturel et dont la statue attire les jeunes violonistes avec respect. Le centre historique de Cremona, c'est d'origine médiévale. Et donc, on a cette maison à 3 colonnes qui se propage pour tout jusqu'à l'altana là-haut. Au dernier étage, le luthier le plus célèbre de l'histoire laissait sécher ses violons. Nous voulons y monter, malgré la prudence de Fabrizio. Si vous êtes un peu grimpeur, oui. Violoniste international, il a initié ce projet pour faire revivre la demeure qui vit naître les Stradivarius. La lumière offre aux tuiles des reflets roux et bruns. Cette lumière qui est tombée, il donnait cette couleur incroyable un peu à tous les violons de cette époque. En résidence, le violoniste Kirill Troussov, né à Saint-Pétersbourg, nous salue en musique. Jouer dans la maison de Stradivari et probablement dans la pièce qui devait être son salon, c'est quelque chose. Il est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent. C'est comme jouer d'un violon vieux de 300 ans. Avant de quitter Crémone, nous devions traverser une salle où, derrière le rideau de velours, se trouvent certains des instruments les plus rares au monde. Plongé dans les vagues du bois, la patine du vernis, revient à écouter le chant des instruments. C'est la musique de la forêt qui, derrière l'écorce, laisse filtrer le craquement du bois. Sous le zinc des toits, c'est le son du piano que rattrape la plainte des violons. Le tempo s'accélère, entraînant dans sa ronde la danse d'une petite fille, ivre de mélodie.